Oui, allô, bonjour, je suis John Allure, c'est Québec Sikh, et encore, voici Tracy Wing. Bonjour, hi. Je suis Tracy Wing pour Québec Sikh. Je vous présente l'incendie du Aloha Motel. C'est écrit, produit et recherché par John Allard. Lorsque le coroner Jean-Pierre Rivard a ajourné son enquête sur les meurtres de Raymond Grimard, Manon Bergeron et Carole Fecteau le 16 octobre, les policiers n'avaient toujours pas de témoins coopératifs qui confirmeraient leur version des ténèbres qui se sont déroulées à la fin juin et début juillet 1978. 3 semaines plus tard, ils auront leurs témoins coopératifs. Le 10 novembre 1978, quelqu'un a tenté de mettre le feu au motel Aloha à Rock Forest. Vous vous souviendrez ou vous savez que Rock Forest est une ville dortoir située à l'ouest de Sherbrooke. La tragédie a été évitée. La Sûreté du Québec se trouvait justement de l'autre côté de la rue avant que le feu ne prenne. La police a immédiatement arrêté un suspect de 19 ans qui quittait les lieux de la tentative d'incendie criminel, Jean Charland. Alors, bienvenue dans le monde du subterfuge de Sherbrooke, où même la police joue un rôle dans le drame sournois. Charland a plaidé non coupable et a opté pour un procès devant un juge et un jury. La police a porté des accusations de conduite avec faculté affaiblie et de délit de fuite. Des agents de la Sûreté du Québec auraient vu Charland se diriger vers le motel situé au 5790 boulevard Bourque avec 2 canettes dans les mains. Dans une des chambres, les policiers ont découvert une chandelle allumée et 2 bidons contenant de l'essence. Charland est appréhendé et l'enquête est confiée à Réal Châteauneuf, l'agent qui se trouve à être également affecté aux affaires Raymond Grimard et Manon Bergeron et Carole Fecteau. Et c'est le même agent qui avait suivi les présumés voleurs de banque à North Atlee juste avant les meurtres de Grimard et Bergeron. Ce que nous savons de ces événements sera finalement révélé lors du procès de Fernand Laplante prévu pour janvier 1979, mais reporté au printemps de la même année. On s'avance ici parce qu'il est important de savoir que ces événements se sont déroulés pendant le week-end du 10 novembre 1978, au moment où Teresa Allard était portée disparue et où son histoire a été rapportée pour la première fois dans les journaux locaux. Pour commencer, Jean Charland était un pyromane aux proportions héroïques bien avant l'incident du motel Aloha. Il avait l'habitude de recevoir des paiements pour des contrats d'incendie d'établissement, donc les propriétaires ou les motards Hells, qui les contrôlaient, souhaitaient liquider l'entreprise et s'enfuir avec le produit de l'assurance, l'argent. Charland était soupçonné d'avoir allumé un incendie dans un hôtel de la Wellington Sud, ainsi que l'incident d'octobre au Ripple Cove Inn à Earnscliffe, qui a tué 12 clients. John n'a donc aucun problème à croire que Jean Charland a accepté un contrat pour brûler l'hôtel ou le motel Aloha. La question est, c'est qui a lancé le contrat? Était-ce le propriétaire Paul Bergeron comme la police voudrait le faire croire? Ou était-ce quelqu'un qui avait un intérêt spécifique à piéger Jean Charland pour qu'il témoigne contre Fernand Laplante? Pour mettre un point final à la question, la Sûreté du Québec a-t-elle,
par un intermédiaire, passer un contrat sur le motel Aloha? Parce que il semble bien que oui. À la suite de l'incendie du motel Aloha, Charland a été assigné à la prison à la maison. Confiné à la maison de ses parents et obligé de respecter un couvre-feu à 1 heure. Le juge Yvon Roberge a exigé que le jeune homme de 19 ans rencontre chaque jeudi l'agent Réal Châteauneuf. En d'autres termes, Charland devait rencontrer la Sûreté du Québec toutes les semaines pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'il ait enfin conté son histoire comme il faut, on va dire. C'est plus de 40 fois à rencontrer la SQ. Je me demande bien, John, là, combien de fois que ses parents, lui, ont eu la chance de rencontrer la SQ ou un agent de la police. Mais peu importe, on va revenir en 1978 et parler de M. Charland. Si le processus judiciaire québécois avait montré ce niveau d'intérêt lorsque Charland n'était qu'un petit criminel, il n'y aurait peut-être jamais eu 3 meurtres commis à Sherbrooke en 1978. Il est important de noter ici que Jean Charland devait lui aussi subir un procès en tant que co-conspirateur dans les 3 meurtres de l'été 1978, mais là où la plante a été mise en dedans, Charland a été laissé libre de se promener dans les rues de Sherbrooke et de faire ce qu'il voulait. Vendre de la drogue, allumer des feux et de se faire tirer dessus. Oui, on va y revenir. Lors du procès en avril 1979, même s'il a témoigné contre la plante, Charland a également admis qu'il croyait que la police l'avait piégé pour qu'il exécute le contrat d'incendie criminel du 10 novembre au motel Aloha, dont le but était de me faire parler. En fait, Charland a fait une déclaration incriminant Fernand Laplante dans le meurtre de Carole Fecteau que le 11 novembre, le lendemain de l'incendie de l'Aloha. Charland a souligné qu'il trouvait curieux que la police l'ait arrêté sur les lieux et qu'il croyait à ce moment-là et pense encore aujourd'hui que c'était un coup monté pour me faire parler. Si une entreprise était rentable par la distribution de drogue ou le blanchiment d'argent, il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais si une entreprise était en train de mourir, mieux valait prendre l'argent de l'assurance et brûler l'endroit. Parfois, c'était juste par vengeance ou pour éliminer un concurrent. Les incendies criminels pouvaient aussi se compliquer, impliquant parfois le côté obscur du réaménagement municipal et de la rénovation urbaine. À la fin des années 70, l'incendie criminel était un outil de choix dans les milieux des cantons de l'Est. En janvier 1977, le Lantern Inn de Georgeville, au Québec, a été détruit par les flammes, mais sa boîte de nuit populaire, la discothèque La Poupée, a survécu, pour être réduite en cendres seulement que 3 ans plus tard. Plus tard, cet automne-là de 1977, quelqu'un a mis feu au magasin Martin Furriers sur la rue Frontenac, dans un incendie que l'on croyait initialement lié à l'enlèvement de Charles Marion. L'incendie du Ripple Cove Inn à Earscliffe a eu lieu en 1978. Un incendie criminel a de nouveau été soupçonné dans un incendie de février 1979 qui a soulevé l'hôtel Le Royal à l'angle de Belvedere et Minto, en face de l'armurerie des fusiliers. Puis, le 1er avril, un incendie a détruit l'immeuble de Woolworths au 79 Wellington Nord. À la mi-avril, le service des incendies de Sherbrooke a déclaré que, en 1978, c'était la pire année pour les incendies dans l'histoire de la ville. Les pertes matérielles sont passées de 900 000 en 1977
à 2,5 millions de dollars en 1978. 437 incendies ont été signalés dans la ville, les pertes par habitant coûtant 29 $ à chacun des 86 000 résidents de Sherbrooke. À la fin de l'été 1979, la police a finalement réussi à attraper un véritable pyromane en série, Patrick Baron, qui a été accusé de meurtre au 2e degré pour un incendie qui a tué 2 femmes, donc sa petite amie de 19 ans. Baron a admis avoir allumé des incendies à Montréal et à Sherbrooke alors qu'il était en congé de l'Institut psychiatrique Pinel. En plus de l'incendie d'Aloha, en avril 1979, Jean Charland est soupçonné d'avoir allumé un incendie dans un bâtiment de conciergerie au 83 rue Wellington Sud. Plus tard, en juin, il a récidivé en mettant le feu à l'immeuble voisin du 79 rue Wellington Sud. Pour ce travail, Charland avait un partenaire, Mario Vallière. Ouais, c'est le fournisseur de drogue de Charland et Grimard. Ils ont reçu 2000 $ pour mettre le feu à un immeuble qui abritait 9 appartements, une épicerie et un sex shop. Au moment de ces incendies, Jean Charland préparait, puis venait de terminer d'être le témoin vedette de la couronne dans le procès de Fernand Laplante et était sous protection spéciale de la Sûreté du Québec. Apparemment, pouviez donc continuer à enfreindre la loi tant que la police locale rendait justice pour les crimes de son choix. Payer n'importe quel prix juste pour vous avoir. Ce qui est ressorti lors du procès n'avait pas été relevé au moment de l'incendie du motel Aloha. Jean Charland avait un partenaire dans le complot d'incendie criminel. Il s'agissait d'un homme qui, à l'époque, la Sûreté du Québec souhaitait désespérément rester anonyme. Encore aujourd'hui, John soupçonne que les parties impliquées dans cette affaire préféreraient que John ne l'identifie pas. Mais John va le faire. Son nom est Régis Lachance. Et voici ce qu'il a dit à la Cour le 2 mai 1979. Régis Lachance, 43 ans, avait un casier judiciaire avec des condamnations pour indécence grossière, fraude, vol et entrée par infraction. Il a dit qu'il avait accepté un contrat pour mettre le feu au motel Aloha d'un dénommé Carrier qu'il n'avait vu que 2 ou 3 fois. Il s'agit de Normand Carrier, 25 ans, qui a fini par être condamné à 6 mois pour avoir mis le feu à un appartement appartenant à M. Orphire Faneuf, Faneuf ayant commis l'infraction de ne pas louer un logement à la petite amie de Carrier. T'sais, on est dans ce milieu-là, hein? Fait que ça, c'est des choses normales, me semble. Lachance a déclaré qu'il devait être payé un total de 5 000 $ une fois le travail terminé et qu'il avait déjà reçu 2 500 $ en avance. Lachance a accompagné Charland, qu'il avait engagé pour faire le travail, d'abord à une station de service pour acheter de l'essence, puis à une brasserie près du centre commercial du Woolco, où ils ont pris quelques bières avant de se rendre à l'Aloha vers 21h30. Puis, pour ceux qui comptent les points, oui, il s'agit du même Woolco où, en 1983, la police a trouvé le véhicule contenant un fusil de chasse et des vêtements jetés, ce qui a mené à toute la confusion au motel Châtillon, le massacre de Rock Forest. Charland conduisait une voiture appartenant à la sœur de Lachance. Lachance a témoigné qu'il n'est pas monté avec lui, parce que j'avais peur de lui et qu'il était pas mal bourré de bière aussi. J'ai du mal à comprendre, puis moi aussi, John aussi, ont mal à comprendre pourquoi un homme de 43 ans
aurait peur d'un jeune homme de 19 ans, mais en tout cas, la chance a expliqué qu'il a plutôt pris un taxi pour se rendre au motel. Il est entré dans le bar du motel et s'est rendu dans le couloir jusqu'à l'unité 3 qu'il avait louée plus tôt dans la journée. Il a trouvé Charland dans la chambre et lorsque tout était prêt et qu'une chandelle a été allumée et placée près de l'essence, les 2 bidons, il est reparti par où il était rentré. Charland est sorti par la porte extérieure. Comme nous l'avons vu dans l'affaire Rock Forest, ce style de motel a une double entrée. Et Charland a été arrêté immédiatement par les officiers Daniel Hébert et Réal Châteauneuf qui ont pointé un fusil de calibre 12 dans son visage. Charland est désorienté et visiblement ivre. La chance a prétendu avoir vu une dépanneuse amener la voiture de sa sœur sur l'autoroute alors qu'il faisait de l'autostop du pouce depuis l'Aloha. Il l'a suivi jusqu'à un garage où on l'a informé que la police en avait pris possession sur les lieux d'un crime. Mais semble qu'on n'a pas une dépanneuse prête à l'emploi à moins que toute l'opération ait été planifiée à l'avance. Régis Lachance n'a jamais été interrogé par la police pour son rôle dans l'incendie du motel. Le mystérieux transporteur n'a pas non plus demandé le remboursement de son avance de 2500 que Lachance prétendait avoir déjà dépensé. Il a nié savoir que toute l'affaire avait été montée par la police pour avoir Charland, tout en admettant qu'il était pratiquement ami avec l'enquêteur des incendies criminels, l'agent Plourde. En fait, Régis Lachance semble être en bons termes avec plusieurs membres de la Sûreté du Québec. Au quartier général de la SQ, Jean Charland a fait une simple déclaration à l'agent Réal Châteauneuf au sujet de l'affaire Aloha. Châteauneuf a ensuite changé de sujet et a demandé à Charland pourquoi il s'était rétracté d'une déclaration faite au coroner le 23 août concernant la mort de Carole Fecteau. Attendez, c'est maintenant à propos de Fecteau? Comment est-ce que c'est arrivé, ça? Charland refuse de répondre. Il était près de minuit et à ce moment-là, les officiers ont commandé un repas pour Charland, consistant en du poulet frit Kentucky et 3 pintes de bière. Le poulet sans doute fourni par le poulet frit Kentucky de Pat's, juste en bas de la rue du quartier général. Rappelons que tant Régis Lachance que les officiers qui ont procédé à l'arrestation ont déclaré que Charland était visiblement ivre après avoir bu des bières à la brasserie Wilco, proche du Wilco. Après le déjeuner, son repas, Châteauneuf a demandé à Charland s'il savait quelque chose sur les meurtres de Raymond Grimard et de Manon Bergeron, puis a offert au jeune homme une protection policière en échange de sa déclaration. Charland s'était déjà fait tirer dessus à plusieurs reprises autour de la King et de la Wellington dans les mois qui ont suivi les meurtres. Quelqu'un du milieu tentait apparemment de le faire taire. C'est à ce moment-là que la police a utilisé le mot « deal » pour laisser entendre que Charland serait protégé en échange d'une déclaration corporative. Vers 2 heures du matin, le 11 novembre 1978, Jean Charland écrit sa déclaration incriminant Fernand Laplante pour les meurtres de Grimard, Bergeron et Fecteau. Obtenir une fausse déclaration d'un témoin après des heures d'interrogatoire, en état d'ébriété et en offrant de fausses promesses de protection est peut-être couvert par la technique Reed, mais cette technique n'a jamais été prouvée comme étant efficace pour obtenir des aveux, quel que soit l'examen scientifique. Si le rôle d'un enquêteur de la police est de vraiment enquêter, alors pourquoi ne pas essayer ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon Charland? Si vous pensez qu'il est étrange que nous en soyons à ce stade de notre histoire, 5 mois de récit, 4 chapitres, et
que nous ne sachions toujours pas exactement ce qui est arrivé à nos 3 victimes. Vous avez raison. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Et un petit rappel ici. Pendant que la police locale s'interrogeait encore sur le sort de Teresa Allard, le 14 novembre 1978, Jean Charland et Régis Lachance, deux criminels avec de nombreuses condamnations antérieures, étaient en liberté et laissés à eux-mêmes tout au long du mois de novembre. Depuis la disparition de Teresa, le 3 novembre, jusqu'à l'arrestation de Charland le 10 novembre, et même après cela, Charland a reçu l'ordre de rester avec ses parents et Lachance est resté libre. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit en rapport avec l'incendie du motel Aloha, même si c'est clairement Lachance qui a loué l'unité numéro 3. Rappelons que le type que la police a désigné comme le suspect numéro 1 dans cette affaire, Fernand Laplante, était à ce moment-là en prison, où il purgeait une peine d'1 an pour outrage à la cour, ce qui signifie qu'il n'avait clairement rien à voir avec la disparition de Teresa Allard ou l'incendie du motel. Pourquoi un type comme Régis Lachance, un criminel de carrière, a-t-il pu s'en tirer à bon compte sur les lieux d'un incendie criminel? À moins qu'il ne travaillait pour la police. En septembre 1979, le propriétaire du motel Aloha, Paul Bergeron, dépose une plainte civile de 300 000 contre les agents du district de l'Estrie de la Sûreté du Québec pour arrestation sans mandat, détention illégale et mauvais traitement subis le 10 novembre 1978, ainsi que pour humiliation, perte de profit et vente forcée de son motel. Réal Châteauneuf n'est pas nommé dans la poursuite qui inclut le sergent Pierre Marcoux et les agents Daniel Hébert, Robert Lauzon, Guy Lessard, tous officiers ayant eu la main dans l'affaire Aloha ainsi que les meurtres de Grimard, Bergeron et Fecteau durant l'été. Dans l'action en justice, Bergeron a détaillé comment il avait acheté le motel Aloha en 1967, comment le soir du 10 novembre 1978, il a été arrêté par l'officier Hébert qui l'a amené dans la chambre numéro 3, où le feu avait pris. Là, il a été accueilli par 6 ou 7 agents de la SQ qui l'ont accusé d'être complice de l'incendie criminel. L'un d'entre eux déclarant « Vous êtes mort depuis assez longtemps, mais vous êtes allé trop loin. » Bergeron a été amené au quartier général sur la rue Don Bosco, détenu pendant 20 minutes et interrogé dans un petit bureau. Il allait que les policiers ont incité pour lui demander « Combien avez-vous payé pour brûler votre hôtel? » Selon Bergeron, le sergent Marcoux, qui dirigeait l'interrogatoire, lui a dit « Paul, autant l'avouer, nous avons vu le gaz et les bougies dans la chambre. » Il a mentionné aux policiers qu'il avait loué la chambre numéro 3 à une personne âgée dans la cinquantaine, Régis Lachance, qui prétendait que le système de chauffage de sa résidence était défectueux. Selon Bergeron, le sergent Marcoux a insisté pour qu'il dise que vous l'avez loué à un jeune. Charland, peut-être? Ce que Bergeron a refusé de faire. Si la SQ était capable d'une telle manipulation des témoins, il est facile d'imaginer maintenant qu'ils ont forcé Hélène Larochelle à dire que sa colocataire, Carole Fecteau, avait peur d'une Claire et d'un Fern. C'est à ce moment-là que les agents ont commencé à frapper Paul Bergeron. Il a reçu des coups et des gifles de chaque côté de la tête de la part de son interrogateur. Le sergent Marcoux lui a répété « Tu vas parler » et a continué à le frapper à la tête et au visage. L'agression s'est poursuivie. Les agents lui ont tiré les cheveux et lui ont plaqué le visage contre le mur de la cellule. Bergeron a souligné que l'agent Guy Lessard a assisté à la scène et a encouragé son collègue. Lessard allait bientôt devenir l'un des agents enquêtant sur le meurtre de Teresa Allard.
Selon Bergeron, l'agent Lessard a expliqué à M. Bergeron qu'il n'essayait pas de le piéger, mais voulait obtenir des détails parce qu'il était une victime. L'hôtelier ajoute qu'il a été enfermé dans une cellule, bien qu'il ne soit accusé d'aucun crime, et que les agents ont continué à le frapper au sol et à le piétiner, tout en buvant de la bière et en jouant avec leurs armes et jouer aux cartes. Après un interrogatoire de 6 heures, le sergent Marcoux a dit à Bergeron: Nous sommes de bons gars, mais d'autres arriveront plus tard et ils ne seront peut-être pas aussi bons. Marcoux a ensuite déclaré que son assurance serait annulée et qu'un motel non assuré était sans valeur. En janvier 1981, la Commission de la police du Québec a tenu une enquête publique sur la conduite du sergent Pierre Marcoux ainsi que des agents Guy Lessard et Robert Lauzon de la Sûreté du Québec. L'agent Réal Châteauneuf entre alors sur le terrain de jeu et tente de discréditer Bergeron, affirmant désormais que le soir du 10 novembre, il était ivre, titubait légèrement et avait le pas hésitant. Au terme de l'enquête, en 1982, le sergent Pierre Marcoux et l'agent Robert Lauzon sont condamnés à verser 5 500 $ en dédommagement à Paul Bergeron. Le ministre de la Justice du Québec, Marc-André Bédard, est également impliqué dans cette affaire. Au nom du gouvernement, on lui ordonne de partager le coût du dédommagement, qui est loin d'atteindre le montant de 300 000 réclamé par Bergeron dans sa poursuite initiale. Bergeron a finalement été contraint de vendre le motel Aloha en raison de ses difficultés financières. Il convient de noter qu'à cette époque, l'incident du motel Rock Forest n'était survenu qu'1 an plus tard. Le propriétaire du motel Châtillon dans cette affaire a également fait faillite à cause de l'incurie de la police. Ce qui manque dans le reportage sur l'action en justice de Paul Bergeron contre la Sûreté du Québec, c'est la mention des hommes qui ont tenté de mettre le feu au motel Aloha: Régis Lachance et Jean Charland. Sans cette information, le public ne pourrait jamais faire le lien entre la poursuite de Bergeron et un autre exemple des tentatives de la police de fabriquer un récit dans l'erreur judiciaire contre Fernand Laplante. Quand on additionne les preuves, le passage à tabac et le harcèlement de Bergeron, la coercition pour obtenir des aveux de Charland, et en le faisant boire et le coup monté pour l'incendie criminel, l'utilisation de la chance comme une poule mouillée dans le plan. Tout indique que la police voulait à tout prix condamner un homme. Mais le public n'a jamais vu cela. On ne lui a jamais fourni les outils nécessaires pour décider par lui-même. C'est le peuple. « 1982 est bien loin de 1978. Après avoir remporté leur 4e Coupe Stanley consécutive en 78-79, les Canadiens de Montréal sont éliminés au premier tour par les Nordiques de Québec. En 1982, René Lévesque et le Parti québécois avaient largement abandonné leurs racines souverainistes. Lorsque Paul Bergeron s'est finalement vu accorder 7 500 $, tous les faits avaient été foulés au pied de la précipitation du jugement. Alors la prochaine fois, on va être sur la piste de Fernand Laplante. Je veux vous remercier de nous écouter. S'il vous plaît, partagez le balado, le vidéo YouTube. Et je vais vous souhaiter une très belle journée. Alors, merci Tracy. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des informations pour aider le Sûreté du Québec aujourd'hui, s'il vous plaît, contactez les à 1-800-659-4264 ou peut-être par courriel à
si ici à commercial certé.qc.ca. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Moi je suis John Alors et merci encore. C'est Québec Sick.